Alors, deuxième partie du cours sur la conscience. Nous avons commencé la première partie en remettant longuement en cause le thème de l'unité de la conscience, en montrant qu'il n'y a pas d'unité évidente de la conscience et que, en fait, à partir de là, nous avons le droit de douter de la notion de sujet. Bien, en fait, je voudrais aller plus loin et chercher si, en fait, il n'est pas finalement naturel et nécessaire qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire que la conscience vous apparaisse comme éclatée. S'agit-il vraiment en fait d'une objection contre la conscience? Peut-être que l'apparence éclatée de la... Peut-être qu'effectivement la conscience n'est pas un face-à-face avec un objet ou avec elle-même, et que la conscience en fait doit nécessairement nous apparaître comme éclatée parce que précisément c'est sa fonction, c'est son essence que d'être un éclatement vers autre chose, hein. Alors je vais essayer de développer dans cette deuxième partie. Vous voyez, la conscience n'est pas un face-à-face, elle a besoin du détour de l'extériorité. Ce que je vais essayer d'expliquer ici, c'est que, en fait, effectivement, la conscience, pardon, n'a pas d'unité évidente, hein, mais c'est peut-être parce qu'elle est d'abord un rapport à autre chose. Et par conséquent, elle est d'abord éclatée, tendue vers autre chose, hein, et notamment et notamment aussi, en tant qu'elle est mouvement vers autre chose, elle suppose la possibilité d'une autre conscience, d'un autrui, d'un détour par l'extériorité. Nous avons besoin, pour prendre conscience du monde ou pour prendre conscience de nous-mêmes, d'emprunter une voie de traverse, une tierce personne, un autre point de vue, hein, pour regarder les choses de biais. Voilà, alors c'est ce que nous allons voir d'abord dans le petit 1 au sujet de la conscience du monde et ensuite dans le petit 2 au sujet de la conscience de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous allons en fait décliner le même principe en ce qui concerne la conscience du monde et ensuite en ce qui concerne la conscience de soi. Voilà. Alors, en fait, ce que je voudrais montrer d'abord, premièrement, c'est que pour percevoir le monde ou pour percevoir un objet à l'extérieur de nous-mêmes, nous avons besoin de supposer la possibilité d'un autre point de vue. Nous avons besoin de supposer autrui, tout simplement, la possibilité d'autrui. Alors, on peut le formuler sur des exemples très simples. Regardez, lorsque je regarde une personne qui est en face de moi, je perçois un aspect de cette personne, je perçois une face de cette personne, mais il serait incomplet de simplement se limiter à ce que la vue m'offre immédiatement, parce que dans le même temps que je regarde la personne en face de moi, je sais bien qu'il y a un autre aspect d'elle-même que je ne vois pas, c'est-à-dire que si j'en faisais le tour, je verrais l'arrière de sa tête, etc. Et en fait, cela, je ne le vois pas. Je le suppose, c'est-à-dire que pour percevoir complètement cette personne, j'ai besoin de supposer en fait un point de vue tournant autour d'elle que je ne suis pas en train d'avoir présentement, que je ne suis pas en train de faire le tour. Je n'ai pas besoin de faire le tour. C'est-à-dire que, en fait, dans le moment où je la vois, où je la perçois, je suis déjà dans la supposition, en fait, qu'un autre point de vue est possible. Et sans cela, en fait, je serais réduit à voir simplement une vue en deux dimensions, si je puis dire, c'est-à-dire à me limiter, à me cantonner à ce qui est évident, ce qui est devant moi. Bon. Mais ce n'est pas le cas, hein. Nous avons une perception qui est immédiatement une perception au relief. Alors cela nous conduit directement au problème de la profondeur. Problème un peu compliqué à formuler, qui a passionné les philosophes, notamment dans le mouvement courant du rationalisme classique au XVIIe siècle, c'est-à-dire les successeurs de Descartes comme Leibniz et Malebranche. Je parle ici du problème de la profondeur. Donc. Alors, les explications rationalistes données par les philosophes classiques, comme Leibniz et Malebranche, par exemple, avaient trait à l'angle des yeux. C'est-à-dire que lorsque je perçois un objet qui est plus ou moins éloigné de moi, l'axe de mes yeux va être plus ou moins parallèle ou plus ou moins rapproché. Bon. Et donc, selon en fait les explications astucieuses données par Leibniz et Malebranche, ce serait en fait par une sorte de calcul inconscient que je traduirais l'écartement de l'axe de mes yeux en
conscience de profondeur. Bon. Alors, il se trouve que cette explication est astucieuse, mais qu'elle ne correspond pas à une expérience. C'est-à-dire que à aucun instant, je n'ai l'impression de sentir l'écartement de l'axe de l'œil gauche et de l'axe de l'œil droit. Hein. Au contraire, j'ai absolument pas l'impression de faire un calcul, hein, de me livrer à une proportionnalité ou d'appliquer des notions de trigonométrie, en fait, qu'il faut avoir passé beaucoup de temps à étudier pour comprendre, pour maîtriser. Donc, cette explication par les angles est quand même un petit peu curieuse. Et euh, ce qu'il faudrait plutôt mettre en avant, ce qu'il faudrait plutôt retenir, c'est que, en fait, j'ai conscience, en fait, non pas de cette distance à travers un angle plus ou moins marqué, un angle plus ou moins aigu, j'ai conscience de cette distance en tant que conscience de profondeur. C'est-à-dire que cette distance pourrait aussi m'apparaître autrement. Elle pourrait m'apparaître comme une distance étalée devant moi. C'est-à-dire, voilà, je regarde un objet en face de moi, je regarde cet écran d'ordinateur, cette caméra, et je pourrais parfaitement imaginer un spectateur qui serait sur le côté, quelque part entre moi et la caméra, et qui verrait la distance entre moi et la caméra ou l'écran comme une distance étalée. Bon, mais en fait, ce n'est pas ainsi que j'ai conscience de cette profondeur. J'en ai conscience directement, intuitivement, comme profondeur. C'est-à-dire que, en fait, euh, immédiatement, lorsque je regarde cet objet, je suis capable euh, d'intégrer cette notion de profondeur, c'est-à-dire en fait d'intégrer la possibilité qu'une autre personne envisage en fait cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette longueur autrement que moi, enfin, c'est-à-dire une distance étalée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas dans un deuxième temps que je me fais cette remarque. Dès le moment où je conçois, où je perçois, pardon, cette profondeur en tant que telle, je suppose déjà, en fait, une autre perception possible que la mienne, celle que j'ai effectivement maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience d'autrui, la conscience qu'un autre pourrait avoir des choses, n'est pas secondaire par rapport à la mienne, hein, mais elle est finalement constitutive de la mienne, hein, de ma conscience, de ma perception. Alors, et on trouve un très bel exemple de cette idée dans un roman de Michel Tournier qui s'appelle Vendredi ou la vie sauvage, pardon, 1967. Alors, oui, je me trompe dans le titre parce que Vendredi ou la vie sauvage, en fait, c'est une variation sur le thème de Robinson Crusoe, roman de Daniel Defoe de 1600, je ne sais combien. Euh, 1715, bon, enfin, je sais plus. Et en fait, Michel Fournier en donne une variation personnelle écrite en 1967. Alors, c'est une situation philosophique qui est passionnante, puisque Robinson se trouve en fait, au début du roman, il se croit seul, absolument seul sur son île, dans un monde totalement dépourvu d'autrui. Et en fait, dans cette situation philosophique exceptionnelle, Michel Tournier essaie d'imaginer ce que cette nouvelle situation implique dans la perception du monde de Robinson. Et précisément, en fait, Robinson ne parvient plus à percevoir la profondeur. C'est-à-dire que lorsqu'il se promène dans cette île qu'il connaît parfaitement, il a fait le tour mille et mille fois, lorsqu'il se retrouve dans un endroit familier, au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'il n'arrive plus à estimer la distance des choses, la profondeur, la distance enfin l'éloignement entre lui et les choses, précisément parce qu'il n'y a plus cette tierce, enfin cette catégorie, cette possibilité d'une autre conscience que lui pour percevoir. Et donc, quand il se retrouve face à cette cascade qu'il connaît si bien, n'arrive pas à en percevoir l'éloignement parce qu'il ne peut pas imaginer simultanément d'être ailleurs pour observer lui-même et la cascade. Parce que, en fait, voilà, autrui est une sorte de possibilité qui s'est effondrée sur elle-même, qui a disparu de son univers et donc il n'y perçoit plus, en fait, les profondeurs. Une belle illustration de ce principe, hein, pour percevoir en fait l'éloignement des choses, nous avons besoin de supposer notre conscience et une autre conscience, pardon. Et donc,
plus généralement, pour percevoir un objet, nous avons besoin de pouvoir en faire le tour mentalement et donc d'imaginer qu'il y a une autre conscience que la nôtre qui soit possible. Alors, d'où le thème de l'intersubjectivité. Alors, un mot savant pour dire simplement le fait que la conscience d'autrui n'est pas une possibilité qui est surajoutée secondairement, postérieurement à ma conscience. Hein. La conscience d'autrui est en fait déjà constitutive, enfin supposée dans ma conscience. Hein. Elle n'est pas extérieure à la mienne, elle est déjà immanente à ma conscience, inhérente à ma conscience. Hein. Voilà. Alors, je propose d'appliquer ce même thème à la perception de nous-mêmes. Donc un thème un peu plus paradoxal. Pourquoi est-ce qu'il faudrait, pour se saisir soi-même, passer par ce détour étrange, le détour de la conscience d'autrui? Alors, nous en avons parlé déjà dans l'introduction. Je vous avais fait remarquer que les sportifs, les musiciens, les danseurs, les gymnastes, etc., ça veut bien que pour percevoir leur propre performance, ils ont besoin du point de vue d'une tierce personne. Hein. Parce que, en fait, quand on est dans l'immédiateté de l'exécution, on n'a pas suffisamment de recul, tout simplement, on n'a pas suffisamment de distance pour se juger. Donc, on a bien des surprises quand on découvre, par exemple, un enregistrement sonore ou vidéo de soi, parce qu'on découvre qu'en fait la perception que nous avons de nous-mêmes dans l'immédiateté de l'exécution ne correspond pas du tout à une perception extérieure objective par une tierce personne. Bon, alors je ne reviens pas sur ce principe, je veux juste en donner euh, trois illustrations, trois déclinaisons qui me semblent intéressantes et qui sont très classiques, très connues. D'abord avec Aristote, l'exemple de l'amitié, l'analyse de l'amitié. Et après, nous parlerons de la honte chez Sartre et de l'aliénation chez Feuerbach. Ce dernier point, nous en avons déjà pas mal parlé dans le cours sur la religion, donc je vais passer très rapidement dessus. Alors, l'exemple de l'amitié chez Aristote. Aristote, dans l'éthique à Eudème, Eudème c'est son autre fils, Nicomaque et Eudème, dans l'éthique à Eudème, Aristote écrit quel plaisir de se connaître, mais pourtant ce n'est pas si facile de se connaître car nous avons toujours tendance à être trop indulgents envers nous-mêmes et à nous pardonner des choses que nous ne laissons pas passer chez les autres. Et donc nous avons besoin pour cela d'un ami. Nous avons besoin de quelqu'un en qui nous avons toute confiance euh, pour pouvoir en fait entendre sur nous des choses que nous n'accepterions pas de quelqu'un d'autre. Bon. Alors, il poursuit et il ajoute une définition de l'amitié, enfin de l'ami, pardon, promise à une grande postérité, puisqu'il écrit autrui est un autre moi-même, un autre, pardon, l'ami est un autre moi-même. Il n'écrit pas justement autrui, il dit l'ami, hein, c'est pas n'importe quel autrui, c'est un autre très 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 particulier, très spécifique, qui est l'ami qui est un autre moi-même. Alors la question c'est plutôt autre ou plutôt moi-même. Enfin, est-ce que c'est plutôt le penchant, le versant, la facette altérité ou plutôt la facette identité qui est déterminante. C'est vrai qu'Aristote pose cette question. Est-ce que nous lions d'amitié avec les autres en raison de nos ressemblances ou en raison de nos différences? Les extrêmes s'attirent ou bien qu'ils se ressemblent s'assemblent. Et il est vrai que nous avons une histoire commune, de réaction commune pour nous lier d'amitié avec quelqu'un, centre d'intérêt, les atomes crochus en somme. Bon, mais il me semble que euh, lorsque nous voyons, par exemple, une personne s'entourer qui sont exact, enfin, qui sont très proches, qui sont vraiment des imitations, on peut se demander si il ne s'agit pas là d'une forme de narcissisme, enfin, c'est-à-dire se plaire à retrouver chez les autres ce qui est déjà en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ce qui plaît à cette personne, c'est pas les autres, c'est pas ses amis, c'est lui-même ou elle-même. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'amis, il s'agit à ce moment-là de faire valoir, il s'agit de larbin, de bouche-trou, mais c'est pas ça un ami. C'est-à-dire qu'un ami, c'est bien une personne différente. Nous acceptons qu'elle soit une personne différente et dont nous ne voulons pas faire un double. Hein, un double de nous-mêmes, je vous dis, cette espèce de fantasme narcissique de s'entourer de clones de soi. Bon.
Autrement dit, en fait, ce qui compte dans l'amitié, c'est pas tellement que l'ami soit un double de moi-même, mais c'est surtout qu'il soit autre, hein. Qu'il puisse avoir un point de vue différent, qu'il puisse me dire des choses que je n'avais pas vues, des choses sur moi dont je n'étais pas conscient. C'est-à-dire qu'en fait, un ami avec qui je me fâcherais jamais, avec qui on serait absolument toujours d'accord sur tout, qui aurait en fait exactement les mêmes opinions que moi, bon, quel intérêt? Enfin, je veux dire, l'intérêt, c'est aussi dans l'amitié d'avoir en face de soi quelqu'un qui soit une autre personne, qui soit différente et qui puisse me dire des choses que je n'avais pas envisagées ou que je ne voulais pas entendre. Euh, et je dirais que c'est même plus généralement, enfin, l'intérêt des rapports d'affection, parce qu'il définit les rapports d'affection, que ce soit des rapports d'amour, d'amitié, etc., c'est le fait d'accepter que l'autre soit autre. C'est pour ça que dans les notes, je vous mettais ici rapport avec l'amour aristophanique. Alors, c'est dans le banquet de Platon que on voit apparaître Aristophane. Aristophane est un personnage réel, un personnage historique qui a existé. C'est un auteur comique et c'est un des ennemis de Socrate. Et dans le banquet, il a manifestement bu, beaucoup bu, trop bu, et il se met à raconter des histoires un peu étranges, enfin une sorte de mythe, le mythe des androgynes. À l'origine, nous dit Aristophane, les hommes elles n'étaient pas comme nous les connaissons aujourd'hui, ils avaient deux têtes, ils avaient quatre bras, ils avaient quatre jambes, etc. Et en fait, c'était des pairs, homme-homme, homme-femme, femme-homme, ou un peu tout. Et en fait, ils étaient très puissants avec leurs deux têtes, leurs quatre jambes, etc. Et donc, ils entreprirent de gravir l'Olympe pour chasser les dieux et prendre leur place. Les dieux furieux, enfin Zeus plutôt, furieux, les foudroya. Et c'est depuis que nous sommes à la recherche de notre moitié perdue, hein, de cette unité dont nous sommes inconsolables. Et c'est tellement vrai que quand nous finissons par la retrouver, nous ne voulons plus la quitter, nous voudrions rester soudés à jamais à elle. Bon. Alors, donc, la moitié perdue, enfin, l'ami, l'amour, serait en fait le complément exact, la moitié qui nous manque. Et il y a là une sorte de vision, en fait, je crois directement contraire à celle que propose Aristote, une vision dans laquelle, en fait, l'ami ou l'amour enfin, n'aurait plus qu'à se modeler exactement sur ce que je suis. C'est-à-dire, en fait, c'est une vision qui est assez tyrannique de l'amour, dans laquelle, ou de l'affection en général, dans laquelle, en fait, ce que je suis doit définir ce que sera l'autre. C'est-à-dire que la valeur de l'autre, l'intérêt de l'autre sera défini par rapport à ce que je suis moi, hein. Et c'est, je crois, en fait, une vision assez immature de l'amour qui veut, qui attend, qui exige de l'autre qui s'adapte en fait, qu'il se plie, qu'il se conforme à ce que je suis. Vision tyrannique, vision immature qui ne correspond pas à ce que je disais là tout à l'heure sur le fait que finalement aimer quelqu'un, c'est aussi l'accepter comme il est, quoi, sans vouloir forcément le dicter, déterminer son être, hein. Voilà. Alors, le deuxième exemple que je voulais développer avec Sartre, alors vous allez voir que c'est pas tellement un exemple d'amour ou d'affection, l'exemple de la honte. Sartre, dans un passage célèbre de L'être et le néant, 1943, nous parlerons plus longuement de cette œuvre dans la troisième partie. Dans L'être et le néant, Sartre fait des analyses brillantes sur l'expérience de la honte. Imaginez la situation suivante. Vous vous trouvez dans une pièce fermée, munie de deux portes. Vous êtes seul et vous entendez un bruit de l'autre côté d'une des portes, un murmure ou des voix ou des éclats, enfin vous savez pas trop, et vous vous approchez en fait de cette porte pour en avoir le cœur net. Vous êtes à ce moment-là dans une attitude qui est tout à fait ouverte, enfin une attitude dont le sens n'est pas fixé, hein, n'est pas déterminé de façon caractéristique, et vous êtes entre la curiosité, enfin l'inquiétude, je sais pas, quelque chose qui est encore assez flottant. Bon. Et alors, à ce moment-là, la deuxième porte s'ouvre et quelqu'un apparaît et vous surprend dans cette position tout à fait embarrassante et ambiguë. Et alors qu'à l'instant d'avant, votre conscience, votre position était encore ambiguë, du moment que cette nouvelle personne fait irruption dans la pièce,
le sens de votre conduite va être fixé. C'est-à-dire que vous allez être, enfin, l'autre personne qui intervient va vous imposer en fait sa lecture sans ambiguïté de la scène. Vous êtes en train d'espionner. Alors que au départ, votre attitude n'était pas forcément une attitude comme ça, un peu malsaine ou enfin, d'espion, quoi. Mais il n'y a rien à faire. Je veux dire, vous pouvez toujours protester, vous pouvez toujours dire non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Je n'étais pas en train d'écouter. Enfin, ça s'appelle une dénégation. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où l'autre vous a vu, son regard, la rencontre de son regard et de votre posture, vous a défini votre conscience dans un sens déterminé et un sens dont vous ne pourrez plus vous échapper. Enfin, pas très facilement. Donc, en fait, le sens de mes conduites dépend aussi du regard d'autrui. Autrui détermine le sens que je donne à mes conduites, hein. Et c'est pour cela que le rapport avec autrui est si problématique. C'est que, en fait, euh, le rapport que j'ai avec autrui intervient dans la définition du rapport que j'ai avec moi-même, hein. C'est-à-dire que pour me percevoir moi-même, eh bien, je ne peux pas faire totalement abstraction du regard que les autres posent sur moi. Et c'est pour cela que le rapport avec autrui est finalement, par définition, conflictuel. Alors là, on est un petit peu à l'opposé d'Aristote, c'est-à-dire une vision très méliorative du rapport avec autrui comme amitié. Là, c'est au contraire une vision infernale, hein. L'enfer, c'est les autres. C'est ce qu'écrit Sartre dans Huis clos, si je ne me trompe pas, en 1942. Hein, vous voyez en fait l'arrière-plan métaphysique qui est derrière. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience que j'ai de moi-même suppose la conscience d'autrui. Par conséquent, en fait, les consciences sont déjà en conflit par définition, hein. Parce que le regard des autres est essentialisant, le regard des autres me fige, fixe mes possibilités. Voilà. Alors, un peu dans le même registre d'aliénation, voilà, je vais juste citer en passant l'exemple de Feuerbach, hein, qui dans l'essence du christianisme, pardon, développe ce concept d'aliénation, hein, en expliquant que l'homme en fait a besoin de passer par la supposition d'un être différent de lui, mais qui a la même essence que lui, et voilà, c'est-à-dire Dieu, hein. Dieu ne fait pas l'homme à son image, c'est l'homme qui fait Dieu à son image. Et ici, en l'occurrence, c'est un besoin. Nous avons besoin de passer par cette fiction, cet autre, même si cet autre est rempli de notre propre nature, notre propre essence, hein. Et il est vrai que, en fin de compte, cette situation finit par devenir aliénante, c'est-à-dire que l'autre, ce grand autre, ce tout autre, finit par devenir ce en face de quoi je suis en défaut, ce en face de quoi je suis coupable, ce en face de quoi je suis euh, fini, insuffisant, fautif, pécheur. Et donc il faut que l'homme finisse par se libérer de cette aliénation. Mais cette aliénation est nécessaire. Nous avons besoin de d'abord projeter notre essence dans un autre être que nous pour nous saisir nous-mêmes. Voilà, j'en ai terminé. Enfin, la présentation de cette idée plutôt. Euh, Nous avons besoin du détour de l'extériorité pour nous percevoir nous-mêmes. Alors, dans la déterminer notre rapport avec nous-mêmes et aussi bien avec le reste du monde. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.